veux bien nous partager ton expérience. Donc, toi, tu es agriculteur bio dans Lyon, à côté d'Auxerre. Et bien, tu as une ferme où je crois que la production, enfin, une ferme en céréales, grande culture, et où je crois que la production de semences a une grande place. Alors voilà, je t'invite à nous présenter ta ferme et puis à nous raconter en fait, voilà, techniquement, qu'est-ce que ça implique de faire de la production de semences grande culture? Est-ce que c'est aussi technique ou pas que la pomme de terre? Et puis au niveau voilà, de la gestion de la ferme, quels sont les avantages, les inconvénients? Enfin voilà, nous partager ton expérience de multiplicateur euh, de semences de grande culture. Ok, bonsoir à tous. Ça me semble nettement moins technique que la présentation de Gilles, mais malgré tout, il y a quand même des particularités. Donc oui, j'ai une ferme de 150 hectares, ferme familiale, pour présenter un petit peu, sur laquelle on a longtemps été 2 associés. Maintenant, je suis plutôt un associé, un salarié. Voilà, c'est une ferme qui est en bio depuis 2010. Moi, je me suis installé en 2014 et j'ai repris donc la ferme en bio. Bon, pour le tableau, c'est quand même une ferme assez diversifiée, puisque, il y a aussi de la transformation et de la vente directe en farine, en huile, en pâte, en graines, hein. Donc, il y a de l'agroforesterie, il y a des PPAM aussi. Je fais des cassis en feuilles et des cassis en bourgeons pour les tisanes et pour l'aromathérapie. Voilà, c'est pas l'objet du jour, mais, c'est pour, voilà, expliquer un petit peu. Au niveau de la production de semences, alors, donc cette ferme, moi je suis, adhérent de la COSEBI, qui est une coopérative, bio en Lyon, une petite coopérative, 100 bio, qui a une station de semences qui a été présentée un petit peu au début, Union Biosemences. Vous avez peut-être déjà abordé le sujet d'Union Biosemences, précédemment dans les Eh ben, on a eu Vincent qui est secrétaire à la COSEBI et qui en a parlé rapidement voilà, la qui est dernière président de voilà, intervention. qui est président d'Union Biosemences. Donc Union Biosemences, c'est une station de semences bio, du coup, qui appartient à 2 coop, la COSEBI et Biocer. Et du coup, quand on est, adhérent de la COSEBI, les techniciens, nous proposent à tous les adhérents, hein, si on le souhaite, en fonction des contraintes que je vais, lister ensuite, si on le souhaite, de faire des productions de semences, donc dans toutes les productions pour lesquelles elles ont, un semencier et des débouchés. Donc, la COSEBI collecte une quarantaine de produits différents, une quarantaine de céréales différentes. En multiplication de semences, il y en a moins, mais du coup, ça fait quand même un panel assez important. Pour donner un exemple, en 2025, moi, donc sur à peu près les 140 hectares de grandes cultures que j'avais 80 hectares en production de semences. Et en 2026, j'avais 63 hectares. Dans ces productions, je fais des pois, des févroles, du blé, du soja, de la luzerne, de l'avoine, du sarrasin. Voilà, j'en ai peut-être oublié, mais les plus grandes sont là. Donc c'est vrai que ça fait une diversité quand même assez importante. Donc pour s'organiser à ça, moi j'ai une ferme qui travaille beaucoup en collectif, hein, parce que la diversité fait qu'on a un besoin de matériel qui est quand même assez développé. Ça était un petit peu évoqué, par exemple, avec les faucheuses andeineuses. Qui dit faucheuse andaineuse, pour faire sécher les porte-graines, dit aussi pick-up sur les moissonneuses-batteuses pour ramasser. Comme on est en bio, ça demande aussi, du désherbage mécanique, donc bineuse, essimeuse, herse-trille, voilà, et cetera. Et puis aussi, la diversité de cultures fait qu'on a besoin de semoirs spécifiques aussi. Donc tous ces matériels seuls, sur une ferme de ma taille sont un peu inaccessibles. Donc du coup, tout mon matériel, moi, hein, en totalité est en collectif, soit en CUMA, soit en copropriété, avec 4 à 5 fermes bio, du secteur. Heu, du coup, les contraintes, parce que, du coup, être multiplicateur, ça a quelques contraintes. Alors les principales que j'ai pu lister, hein, c'est déjà qu'il y a un coût à la base, hein. Il faut acheter la semence. Par rapport à si on la faisait nous-mêmes, le coût est plus important, donc ça demande une mise de fonds plus importante au début et une trésorerie.
Ensuite, ça demande un travail au fur et à mesure qui est plus précautionneux. Il faut faire attention aux semis, il n'y a pas bien sûr qu'il y ait de pollution. Il faut faire attention aux champs, qu'il n'y ait pas de pollution. Il faut faire attention à l'historique dans le champ aussi, où il y a des contraintes, qu'il y ait des charges. Il faut faire attention à la récolte, bien entendu aussi. Donc tout du long, il faut faire attention, ça a été bien expliqué par Gilles juste avant, à ce que tout soit assez rigoureusement fait et qu'il n'y ait pas de pollution. Ensuite, là, ça c'est la deuxième contrainte. La troisième contrainte, c'est le stockage et le triage. À la Cosebi, pour être multiplicateur, on est obligé de stocker tout. Donc, ça demande la capacité à stocker, vous avez vu, moi j'ai listé 6 ou 7 produits différents chaque année. Donc, il faut être en capacité de stocker ça séparément, sans pollution et de manière saine. Donc, ça demande du triage, ça demande du séchage, et puis ça demande de la place diverses et variées pour le stockage. Il y a des graines qui sont plus ou moins fragiles. Quand on fait du blé, c'est relativement peu fragile. Quand on fait des pois et des févroles, ça a été évoqué dans la moissonneuse-batteuse, effectivement, la faculté germinative est fragile, donc elle peut vite être altérée. Donc, il faut un peu effectivement faire attention à la récolte et il faut aussi faire attention au stockage. Donc ça, c'est des choses qu'on stocke beaucoup à plat en essayant de faire le moins possible de manutention, parce que pour pas passer dans les circuits qui cassent le germe. Là, j'ai parlé des contraintes. Vous allez me dire à force, quel intérêt de faire ça si si tout est plus compliqué et plus cher? Il y a quand même des avantages, hein. Un des premiers avantages, que c'est mon père, qui a mis ça en place, c'est que quand on est en bio, la gestion des adventices, c'est quand même quelque chose de primordial. Multiplier des semences, ça a quand même un avantage d'avoir une semence propre et renouvelée chaque année. Donc ça, c'est quand même un avantage. Ensuite, on a aussi en face des coûts, alors c'est peut-être pas partout comme ça, mais à la Cosebi, on est payé de la même manière, le grain, qu'il soit pour la semence ou qu'il soit pas pour la semence. Mais à côté, on a une prime de multiplication, suivant si c'est certifié ou pas. Donc on a une prime de multiplication et on a des primes de stockage. Donc il y a quand même un retour sur investissement qui n'est rentable parce que c'est quand même un circuit coûteux, la semence pour tout le monde, hein. Je crois que ça a été un petit peu évoqué, les semences à la fin sont chères. Parce que c'est vrai qu'on empile des coûts quand même en face de toutes ces contraintes et de ces certifications. Donc, ça n'est rentable vraiment que si on est productif, hein. Il faut bien avoir ça en tête. C'est une des limites du système, c'est que la semence, pour être rentable, il faut quand même être sur des zones productives. Sur des zones peu productives, comme les primes sont souvent soit à la tonne, soit voilà, si on n'a pas un rendement qui est supérieur à la moyenne, c'est compliqué à rentabiliser. Mais bon, c'est quand même un avantage, voilà, d'avoir ces primes à partir du moment où c'est bien fait. C'est aussi un circuit qui est plus stimulant, et plus valorisant quand même, au-delà du côté économique, ou qualité de la semence. Voilà, on a, je trouve, un métier qui est plus stimulant peut-être. Dans les questionnements, parce que je pense que vous en avez peut-être un petit peu parlé les fois d'avant, moi je fais du coup beaucoup de multiplication de semences et du coup je fais peu de semences à la ferme, alors que bon, je suis tout équipé pour le faire, hein, je pourrais. Et du coup, si vous avez vu Vincent Lefebvre qui est beaucoup lui là-dedans, je travaille peu l'adaptabilité au terroir. Du coup, comme je multiplie pas mes propres semences, en fait chaque année, c'est des semences qui viennent de l'extérieur et ça peut poser question, pour certains, parce que, du coup, j'ai pas vraiment d'adaptabilité de mes semences à mon terroir. J'ai pas mal parlé de choses. Voilà. Pour moi, c'était important de relever que du coup, c'était quand même plus de prise de risque, pour, à la fin, une incertitude économique. Donc, à réserver, je pense que je l'ai dit quand même, hein, mais à réserver, quand même pour les gens qui ont, une certaine,
trésorerie et qui ont déjà une certaine assise, quoi. Est-ce que tu peux nous dire, justement, pendant la culture, donc Gilles nous a parlé de toutes les vérifications qu'il faisait sur les variétés pour être sûr qu'elles sont bien, qu'elles sont indemnes de virus, etc., ou de plants étrangers. Comment ça se passe sur les grandes cultures? Est-ce que c'est toi qui fais ça? Est-ce que y a d'autres personnes qui le font? À quel point ça demande autant de travail ou pas que pour les plants de pommes de terre? Non, moi, je n'ai pas de travail de ce côté-là. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé, mais il y a un technicien à la coopérative, hein, qui est assermenté, enfin assermenté, c'est pas trop, hein, qui a un certificat pour faire des contrôles au champ, et qui va donc aller vérifier la pureté au champ. Et on a aussi des agents de la FNAMS qui passent ou du CNIS, du CNIS, confonds peut-être, qui passent pour aussi, parfois, pas sur toutes les parcelles, puisque les techniciens ont la capacité de le faire, mais qui passent régulièrement, au moins 2-3 fois par an, sur 2-3 cultures. J'ai des personnes extérieures qui passent vérifier que tout est en ordre, quoi. Ok. Et quand on a préparé aussi ce temps-là, tu m'avais dit que quelque chose qui n'était pas toujours facile à gérer quand on faisait de la semence sur une partie assez importante de la ferme, c'est que comme ce sont des contrats, ça pouvait limiter l'adaptation de la ferme selon ce qui se passait au niveau climat, par exemple. Tu avais moins de marge pour t'adapter. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, oui, oui. Oui, bah, c'est ce que je disais, une des contraintes, c'est que, bah, on achète la semence et bah, par exemple, cette année, l'année dernière, enfin, ça fait quelques années malheureusement que bon, parce qu'aussi on est en bio, donc on retarde les dates de semis, hein, et pour semer plus tard, on a moins de salissement, moins de problèmes de maladies. Mais les créneaux pour semer sont moins importants et quand on a, toutes les semences qui sont arrivées de pois, de blé, d'avoine, de févrole et qu'on n'arrive pas à semer, et ben, on peut plus s'adapter, il faut quand même qu'on les sème, hein. Donc là, c'est vrai que c'est une vraie contrainte, qui fait qu'on peut pas si c'est nos semences de ferme, on peut se dire: «Bon, bah, c'est pas grave, je le livrerai à la coop et puis je sèmerai des semences de printemps». Mais quand on a engagé beaucoup de fonds de trésorerie pour semer des semences certifiées, alors que nous d'ailleurs, c'est un petit peu pareil que Gilles, on appelle ça des G4. Je pense que il y a avant nous, moi je fais pas comme Gilles, je pars pas de la G0, je parle que de la G4. Il y a des semenciers qui font la G0 à la G4. Donc quand j'ai engagé beaucoup de trésorerie pour acheter beaucoup de G4, et bah, je peux pas me permettre de pas les semer, quoi. Donc ça nous oblige des fois à effectivement semer dans des conditions qui sont pas toujours, top ou voilà. Mais du coup, je sème de la G4 pour récolter par contre de la R1 et c'est la R1 qui est vendue ensuite, aux autres agriculteurs. G, c'est génération pour moi et R pour moi, c'était reproduction, Ah, mais reproduction, ouais, exact. je suis pas sûr à 100%, c'est des termes qu'on utilise tout le temps, mais peut-être que je pense que monsieur Collin, sera plus précis que moi si je dis une bêtise. Oui, les G1, G2, G3, G4, c'est les semences de base ou de pré-base. Et ensuite, Oui, c'est ça. la R1, la R1, c'est la semence commerciale qui va Ok. pour. Et en termes par rapport à ce que disait Monsieur Colin tout à l'heure, en termes de distance entre les parcelles, est-ce que toi, tes plantes, alors la dernière fois, on a vu qu'il y avait des plantes autogames et des plantes allogames, et dans ce que disait Monsieur Colin, il y avait des distances à respecter parce qu'il y avait des croisements possibles pour beaucoup d'espèces potagères. Toi, en céréales et grandes cultures, est-ce que toutes tes plantes, du coup, sont autogames, c'est-à-dire qu'elles se reproduisent toutes seules et du coup, il n'y a pas de question de distance de sécurité, ou alors elles sont autogames et il y a quand même des distances, ou est-ce que tu as des espèces qui sont autogames, des espèces qui sont allogames, voilà. Alors il y a les 2. Alors il y a des cahiers des charges, hein, donc je connais pas toutes les distances par cœur, mais c'est vrai que le blé, il y a pas de souci, hein, puisqu'il se reproduit à l'intérieur de ces écorces là et par contre la luzerne, on a quand même des distances, qui sont significatives. Le sarrasin aussi, il me semble. Voilà, donc on a un petit peu les 2, mais ça monte quand même pas aussi haut que ce que j'ai pu entendre. Nous, ça doit être, je les ai plus en tête, mais c'est quelques mètres pour les cultures les plus
les moins compliqués, et quelques centaines de mètres pour la luzerne. Je crois pas si c'est 500 mètres ou un truc comme ça. Mais voilà, j'ai plus en tête parce qu'il y a un cahier des charges et puis on vérifie ça au moment où on a les semis. Et c'est vrai que c'est contraignant quand on commence à avoir des centaines de mètres parce qu'on a j'ai des collègues bio, hein, et puis conventionnels qui font de la luzerne, par exemple, et on n'a pas les mêmes variétés, hein. Et ça peut vite devenir contraignant. Et toi, tu connais justement tous tes voisins, c'est assez facile de savoir ce que chacun va faire ou il y a d'autres organismes qui t'aident à gérer ça? Comment ça se passe concrètement sur la ferme quand tu dois faire ces choix-là? De où tu implantes tes parcelles pour respecter le cahier des charges? Non, il y a personne qui m'aide, a priori. Ok. Il faut être vigilant, et même si on connaît bien ses voisins et même si des fois on les voit toutes les semaines, des fois, un coup, on découvre les 2 ensemble qu'on a mis tous les 2 de la luzerne et que c'était pas la même variété. Donc je sais pas, j'ai vu effectivement ce qui était partagé tout à l'heure avec un fichier qui permet de vérifier. Moi, j'ai jamais vu ça à mon niveau. Bon, après, voilà, du coup, j'ai toujours réussi à gérer le truc, hein, mais oui, ça peut passer, à mon avis, ça pourrait passer des fois, comment dire, sous les radars. Je me posais la question en termes d'adaptabilité. Est-ce que la COSEBI vous fait multiplier pour les autres adhérents de la COSEBI et donc il y a une forme de localisation de la semence, ou est-ce que c'est vendu à une échelle beaucoup plus large, les semences que vous produisez? C'est moitié-moitié. On a la moitié des multiplicateurs. Les multiplicateurs, ils sont aussi moitié à Biocer, qui est la deuxième COP, moitié à COSEBI. Et les débouchés, ils sont moitié chez Biocer, COSEBI, les 2 coopératives, mais qui représentent déjà quand même, ça va du Pas-de-Calais jusqu'à l'Allier, hein, donc en passant par la Marne. Donc c'est déjà des zones quand même très très grandes, c'est la moitié nord de la France, hein. Et puis une moitié qui est vendue partout parce que deux petites coopératives bio suffisent pas à faire tourner un outil de multiplication. Donc il faut aussi qu'on ait un circuit long développé pour avoir des volumes suffisants. Chacun de votre point de vue, est-ce que vous voyez le développement de ces semences bio en France? Moi, je peux répondre un peu pour les grandes cultures, oui. Ça s'est pas développé autant que l'agriculture biologique, hein. Je pense que les raisons, elles sont que c'est quand même une des premières variables d'ajustement des trésoreries des fermes, hein. Et quand c'est difficile, les gens font leurs semences de ferme, hein, plutôt que d'acheter. Et aujourd'hui, on a des années difficiles quand même sur les agriculteurs bio comme conventionnels, hein, mais du coup, depuis plusieurs années, et on a vu, nous, un tassement très net depuis plusieurs années là d'achat de semences à la COSEBI. Alors qu'on a plus de surface et de producteurs, hein. Donc non, c'est pas forcément lié, c'est difficile, hein, parce que ça coûte cher et que c'est un ajustement, hein. Donc voilà. Malgré tout, ça s'est quand même développé par rapport à il y a 10 ans, hein, bien sûr, mais pas autant qu'on l'aurait souhaité. Un mot sur les potagères. Il faut savoir qu'il y a eu un engouement sur les productions de. Avant le Covid, les surfaces augmentaient d'année en année. Avec le Covid, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés à vouloir faire un petit peu de jardinage. Il y a eu beaucoup d'achats de semences à cette époque-là. Et à l'époque, le Covid terminé, il y a eu un tassement. Là, on a été en 2023-2024, c'était sur un tassement des surfaces. Et là, maintenant, ça commence à redémarrer. Tous les établissements multiplicateurs parlent d'un redémarrage timide, mais d'un redémarrage de la vente de production de semences biologiques en potagère, notamment. Et là, je prends ma casquette, semences bio aussi. Bon, il y a une réglementation européenne qui dit que, aujourd'hui, les agriculteurs bio, ils peuvent, justement, parce qu'il n'y a pas assez de semences bio par rapport à l'achat aux quantités de semences bio dont ont besoin les producteurs bio, que ce soit en potagère ou en grande culture. Il y a de l'approvisionnement des agriculteurs bio en semences, mais en semences qu'on dit non traitées, donc elles sont cultivées en conventionnel mais elles n'ont pas de traitement à la fin de la récolte, après la récolte. Et en fait, il y a une dérogation. Donc, on dit qu'elles sont sous dérogation, c'est-à-dire qu'on accepte des semences
produites en conventionnel pour l'agriculture bio, mais sans traitement après récolte. Et en fait, ces dérogations vont être interdites à partir de 2036. Ça veut dire qu'en 2036, normalement, il faudrait que toutes les semences utilisées en agriculture bio soient bio. Donc, pour ça, il faudrait que le secteur de multiplication de semences bio se développe plus que justement ce dont vous nous avez témoigné, puisque c'est pas suffisant, quoi. Le problème de dérogation, on le connaît depuis des années. Il faut savoir que l'utilisation de semences bio pour des ensemencements en bio, ça date c'est un règlement européen qui date de 95. Donc, depuis, on va de dérogation en dérogation. La situation se durcit, mais il y a toujours des dérogations qui sont données. Oui. Mais c'est vrai que ça se resserre un peu là. Ça devient de plus en plus compliqué de vendre des semences conventionnelles non traitées à des producteurs bio.